L'heure de retrouver Nesrine Dahmoun pour le journal de la mi-journée. Nesrine, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour à tous. Le média d'investigation français Mediapart révèle des dossiers secrets sur les tortures commises par l'armée française durant la colonisation. On écoutera l'auteur de cette enquête, Fabrice Receputi, dans le journal de 12h30. L'agence de presse algérienne rapporte que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour examiner les biens mis à la disposition de la France par l'Algérie. L'APS précise également que les accords de 1968 que la France ne cesse de dénoncer lui sont plus bénéfiques qu'à l'Algérie. Les accidents de la route en hausse en ce mois de Ramadan. 6 personnes sont décédées et plus de 260 autres ont été blessées uniquement ces dernières 24 heures. L'excès de vitesse est l'une des principales causes de cette hécatombe. On fera le point dans ce journal. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, en visite à Béchar pour le lancement du projet de centrale solaire photovoltaïque pour renforcer la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sida Ali Zerouki, somme les opérateurs de téléphonie mobile d'améliorer la couverture réseau tout au long de l'autoroute Est-Ouest, et cela dans les plus brefs délais. Le PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, et le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, Tarek Braïk, ont procédé à Alger au lancement du processus de réservation des billets en ligne pour le Hajj, et cela exclusivement via la plateforme numérique algérienne du Hajj. Le financement islamique au profit des micro-entreprises. Quelles sont les solutions de financement proposées aux entrepreneurs? Pour y répondre, une journée d'études et d'information est organisée ce lundi par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Dans le dossier palestinien, l'UNICEF rapporte que plus d'1 million d'enfants dans la bande de Gaza souffrent de malnutrition à cause de l'interdiction d'entrée des aides alimentaires. Plus de 10 000 camions d'aide sont bloqués par l'armée d'occupation. Sport football, le sélectionneur national de l'équipe nationale Vladimir Petkovic anime cet après-midi une conférence de presse avant un stage de l'équipe nationale qui débute aujourd'hui à Sidi Moussa. Je vous le disais en titre, la généralisation de la torture, une pratique pratiquée contre le peuple algérien durant la guerre de libération nationale, a été consignée à tous les officiers supérieurs de l'armée génocidaire française par une note classée très secret du criminel général Raoul Salan, a révélé le quotidien français en ligne Mediapart. L'auteur de l'enquête, Fabrice Receputi, nomme clairement le général Raoul Salan comme étant l'auteur de la note portant comme objet interrogatoire des suspects. Le journaliste indique que cette note argumente le recours à la torture par les militaires français en Algérie. Je vous propose de l'écouter. Il a été contacté ce matin par Hanan Seissi. On sait que dans les premiers mois de la bataille d'Alger, que la torture est déjà pratiquée à grande échelle. Et au bout de 3 mois, en mars, on voit une succession d'ordres, de directives, qui sont secrètes naturellement, qui viennent du général Salan, du général Massu, du général Allard, qui ordonnent de généraliser la torture. Alors naturellement, ils n'emploient jamais le mot. C'est un mot totalement tabou, puisqu'il désigne un crime. Dans le droit français à cette époque, torturer, c'est un crime. Et puis, ça rappelle les crimes de l'occupation qui sont encore dans le souvenir des Français, ceux de la Gestapo et des SS. Donc, on ne parle pas de torture naturellement, mais on emploie tout un vocabulaire de camouflage linguistique. On parle d'interrogatoire poussé, d'interrogatoire serré, d'interrogatoire sous la contrainte, par force, dur, énergique. Il y a toute une palette de mots qu'on retrouve dans les écrits des militaires pour désigner, bien évidemment, l'interrogatoire sous la torture. Et l'agence de presse algérienne précisait hier que le ministère des Affaires étrangères a convoqué Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, pour examiner les biens mis à la disposition de la France par l'Algérie. Dossier qui révèle que la France dispose de plus de 60 biens, moyennant des loyers ridicules. Les explications avec Linda Boadma. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères a convoqué Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, pour mettre sur la table un dossier trop longtemps ignoré par Paris, celui des biens immobiliers mis à la disposition de la France par l'Algérie. Un dossier qui révèle un traitement pour le moins asymétrique entre les deux pays. Au total, 61 biens immobiliers sont occupés par la France sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas. Parmi ces biens,
le siège de l'ambassade de France en Algérie qui s'étend sur une vaste superficie de 14 hectares, l'équivalent de 140 000 mètres carrés, sur les hauteurs d'Alger, avec un loyer si insignifiant qu'il ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. Quant à la résidence de l'ambassadeur de France, connue sous le nom Les Oliviers, elle s'étale sur 4 hectares, soit 40 000 mètres carrés, et est louée au franc symbolique sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962 jusqu'en août 2023. Une largesse que la France n'a jamais daigné accorder à l'Algérie sur son propre territoire, relève l'APS. Et la France qui dénonce les accords signés avec l'Algérie en 1968 profite avant tout à l'économie française, précise l'agence de presse algérienne. L'exemple le plus criant est l'accord de 1968 qui régit le statut des Algériens en France et qui leur accorde un régime migratoire dérogatoire par rapport aux autres nationalités. Paris ne cesse de dénoncer cet accord, mais oublie de mentionner les bénéfices qu'il en tire, notamment la main-d'œuvre algérienne qui a largement contribué à la reconstruction et à l'essor économique de la France. De son côté, l'Algérie ne bénéficie d'aucun privilège comparable en France. Un autre exemple frappant est l'accord de 1994 qui régule divers aspects de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de commerce et d'investissement. Dans les faits, ces accords ont surtout permis aux entreprises françaises d'obtenir des conditions très favorables pour opérer en Algérie, tout en limitant les opportunités inverses pour les entreprises algériennes en France. Encore une fois, l'avantage est unilatéral et profite avant tout à l'économie française. Mais si Paris souhaite ouvrir le débat sur la réciprocité et le respect des engagements signés, alors parlons-en. Nous verrons bien qui, de l'Algérie ou de la France, a le plus profité de ces traités et lequel des deux pays ne respecte pas les accords passés. L'heure n'est plus à l'hypocrisie, il est temps que la vérité soit mise en lumière et que cessent les discours fallacieux destinés à manipuler l'opinion publique. L'Algérie n'a jamais été le profiteur de cette relation, c'est bien la France qui, depuis des décennies, a su tirer parti de chaque accord à son avantage et si elle veut aujourd'hui réclamer des comptes, elle devra d'abord rendre des comptes à elle-même, conclut l'APS. L'actualité de ce lundi, c'est également cette hécatombe sur nos routes. 6 personnes sont décédées et plus de 260 autres ont été blessées dans des accidents de la route durant uniquement ces dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan rendu public par la protection civile. Les accidents mortels ont été enregistrés à travers les wilayas de Batna, Sétif, Blidat, Bessa, Annaba et Oran. L'excès de vitesse est l'une des principales causes de ces accidents en hausse depuis le début du mois de Ramadan. Je vous propose d'écouter le commandant Nassim Bernaoui de la cellule de communication de la protection civile. Il a été contacté ce matin par Maël Kenz. La protection civile a effectué 3380 interventions suite à 2038 accidents de circulation enregistrés à l'échelle nationale. Ces accidents, malheureusement, ont causé le décès à 84 personnes sur le lieu d'accident et aussi des blessures de différents degrés à 2823 autres personnes qui ont été traitées par nos secours, évacuées vers les différentes structures hospitalières. Donc, il y aura des personnes qui seront malheureusement décédées au niveau des hôpitaux suite à la gravure des blessures ou bien des personnes qui sont atteintes de différents handicaps qui ne vont pas reprendre la vie normale. On a constaté que les collisions aussi suivies par les personnes heurtées en troisième position, les dérapages suivis de renversement. Concernant les tranches horaires, toujours nous avons cette une heure et demie avant l'heure de rupture de jeûne. Et une journée d'information et de sensibilisation sur les accidents de la route pendant le mois de Ramadan est organisée ce lundi à l'Institut national de la santé publique au vu du nombre croissant de ces accidents. Pourtant, en cette période pourtant propice à la quiétude, je vous propose d'écouter le directeur général de l'Institut national de la santé publique, Abdelrazak Bouhamra. Il a été contacté, plutôt il est au micro de Sofia Boukersha. Pendant ce mois de Ramadan, on a à peu près 2038 accidents. On a enregistré à peu près 127 accidents jour. Le nombre de blessés donc est estimé à 2823 blessés. Et puis après, le nombre de décès enregistrés jusqu'à maintenant, il est estimé à 84 décès. Donc c'est un nombre en fait qui est important. C'est presque 5 décès par jour. En fait, les accidents, c'est un vrai problème certes, mais on peut les éviter. Donc c'est un risque évitable à travers l'application
et le respect de mesures qui sont de la vitesse, de conduire en état d'insomnie. Donc quand vous êtes fatigué, essayez de reposer avant de conduire. Ça, c'est très important. Évitez de conduire la nuit, par exemple, si vous n'avez pas cette capacité. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, effectue ce lundi une visite de travail dans la wilaya de Béchar, visite au cours de laquelle il va lancer le projet de centrale solaire photovoltaïque pour renforcer la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Le ministre de l'Énergie va également inspecter des projets réalisés dans le domaine de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique et visiter des sites destinés à des projets d'investissement et des infrastructures dans le secteur des mines, et cela dans le but de soutenir le développement local. Je vous propose d'écouter l'analyse de Bardad Mandouche, expert en énergie. Il a été contacté par Rim Boukatoum. La construction d'une centrale photovoltaïque à énergie solaire rentre dans le cadre de l'accélération du programme des énergies renouvelables, très ambitieux de l'Algérie, qui vise à produire à l'horizon 2030 22 000 MWh. Ce programme a aussi comme option non seulement de fournir de l'électricité d'origine solaire, donc renouvelable, qui rentre dans le cadre de la préservation de l'environnement, mais également dans un cadre global, il vise l'exportation de l'énergie solaire, notamment vers les pays européens, comme un objectif stratégique. À l'horizon 2030, il est prévu que dans le mix énergétique, les énergies renouvelables vont constituer 27% du mix énergétique global. La gestion des déchets représente un défi environnemental majeur dont les impacts touchent aussi bien la santé publique que l'équilibre des écosystèmes. Face à l'accumulation des déchets et aux limites des modèles traditionnels de traitement, il devient donc urgent d'adopter une approche durable et innovante. Entre recyclage, valorisation et réduction à la source, une transformation profonde des pratiques s'impose qui implique à la fois les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. C'est pour cela qu'une journée d'information a été organisée à Alger en ce sens. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Nedjiba Djilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, des propos recueillis par Ibtihal Hadoun. La valorisation des déchets n'est pas un simple choix, mais une nécessité imposée par les défis actuels. Cette démarche offre d'importantes opportunités économiques en créant de nouveaux emplois et en encourageant l'innovation ainsi que l'investissement dans les technologies environnementales, renforçant ainsi l'économie verte. L'adoption récente de la loi numéro 2502, modifiant la loi numéro 0119 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets permettra de concrétiser ces objectifs sur le terrain. La réussite de cette transition nécessite une synergie des efforts et une complémentarité des rôles entre les différents acteurs, qu'il s'agisse des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile ou des jeunes. De plus, le citoyen demeure le moteur essentiel de toute transformation environnementale réussie. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerouki, ainsi que le ministre de l'Économie, de la Connaissance et des Start-up, Nourdine Waddah, ont supervisé hier à Oran le lancement de la réalisation d'un centre de données dédié à l'intelligence artificielle, intitulé Data Center, le premier du genre en Algérie. Le ministre de la Poste et des Télécommunications qui a profité de cette occasion pour demander aux opérateurs de téléphonie mobile d'améliorer la couverture réseau tout au long de l'autoroute Est-Ouest. Il est au micro de notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Lors de notre voyage de la capitale à Oran, nous avons observé des dysfonctionnements dans le réseau mobile le long de l'autoroute. Une fois de plus, cela constitue un avertissement pour les 3 opérateurs mobiles. Nous leur accordons un délai de 2 mois et 15 jours à partir d'aujourd'hui. Inch'Allah, dès le 1er juin, nous procéderons à un test des réseaux mobiles de la frontière Est à la frontière Ouest. Et si nous constatons des manquements ou des dysfonctionnements dans le réseau, des sanctions sévères seront prises par l'autorité de régulation. Il n'y aura aucune tolérance car le cahier des charges impose à tous les opérateurs de couvrir les principales routes, notamment l'autoroute Est-Ouest, qui est une voie stratégique et très importante. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerouki, a demandé également à la direction d'Algérie Télécom d'accélérer le processus de raccordement au réseau de fibre optique avec un délai maximum fixé au mois de septembre.
Le président directeur général d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, ainsi que le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, Tariq Braïk, ont procédé au lancement du processus de réservation des billets en ligne pour le Hajj, et cela exclusivement via la plateforme numérique algérienne du Hajj. Le président directeur général d'Air Algérie a précisé qu'il a assisté donc aujourd'hui au lancement effectif de la réservation des billets pour les pèlerins. Plus de 150 billets ont été réservés dans les premières minutes du lancement de cette plateforme. Air Algérie supervisera l'ensemble du processus de réservation en collaboration avec ses partenaires, notamment Tassili Airlines et Saudi Airlines. L'opération concernera 12 aéroports et comprendra 150 vols. On y reviendra en détail dans nos prochaines éditions. Le financement islamique au profit des micro-entreprises. Quelles sont les solutions de financement proposées aux entrepreneurs? Pour y répondre, une journée d'études et d'information est organisée ce lundi par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Bilal Hachacha, directeur général de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, au micro de Samir Alloun. Notre agence a une mission précise, c'est d'accompagner les porteurs de projets à créer leur PME, à les accompagner tout au long de leur développement jusqu'à ce qu'ils deviennent de grandes entreprises. Cette journée d'information a pour but d'expliquer et de donner le maximum d'informations, de vulgariser sur les solutions et mécanismes liés à la finance islamique qui est aujourd'hui en nette amélioration au niveau de notre pays, que cela soit dans les banques publiques ou privées. Nous avons constaté à travers nos visites sur le terrain qu'il y a beaucoup de PME qui ont réussi, qui ont créé des postes d'emploi. Cependant, ils ont encore quelques incompréhensions par rapport aux méthodes de financement dont ils peuvent bénéficier à travers les banques. L'invité du jour de ce lundi était le professeur Jamaldin Nibouche, chef de service cardiologie au CHU Nafissa Hamoud Houssindey. Il est revenu sur l'importance des données épidémiologiques en temps voulu pour avancer dans le traitement des pathologies lourdes. Il en parlait donc ce matin à Nelly Melmedil. Nous sommes avides, évidemment, d'avoir des données épidémiologiques sur le plan national fiables et des données épidémiologiques de façon continue, parce que une donnée épidémiologique, on doit la suivre, pour voir l'évolution de ces maladies en Algérie et pouvoir entreprendre les actions voulues. L'Institut national de santé publique doit être le poumon, évidemment, de ce travail. Il doit être modernisé, il doit très probablement se restructurer pour avoir tous les moyens nécessaires modernes. L'Institut national de santé publique est très important pour l'Algérie, pour l'avenir, parce qu'il faut qu'il nous donne, évidemment, les situations épidémiologiques en temps voulu et suivre l'évolution de toutes ces... On passe à présent à l'actualité à l'étranger, précisément le dossier ukrainien. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il parlerait demain à son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre du rapprochement américano-russe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Donald Trump a précisé que beaucoup de choses ont déjà été discutées avec les deux parties, à savoir Kiev et Moscou, évoquant des terres et des usines de production d'énergie, alors que la Russie, comme l'a précisé ce matin le vice-ministre des Affaires étrangères, exigera des garanties embêtant dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec Kiev, dans la certitude que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique François Dengue. Il répond à Rabea Slimani. Sur le terrain, l'avantage est presque entièrement russe. Deuxième avantage de la Russie a le temps, alors que le président Trump, qui lors de sa campagne avait prévu de régler le problème en 24 heures, maintenant on a dit en 100 jours, se trouve, lui, à court de temps. Nous sommes dans une négociation qui est très difficile face à la Russie. Les États-Unis n'ont pas beaucoup de cartes. Ils ont épuisé toutes les sanctions qu'ils pouvaient, ils ont fourni toutes les armes, la Russie a résisté. L'Ukraine entrant dans l'OTAN, le problème est réglé. Les Américains ont déjà dit niet, non, l'Ukraine n'accédera pas à l'OTAN. La première condition que le président Poutine a posée, à savoir jamais l'Ukraine entrera dans l'OTAN, je crois que c'est acquis. Ce qu'on appelle la force de la paix ou de maintien de la paix que les Européens sont en train d'envisager. Là aussi, je crois que nous sommes dans une expression plus ou moins théâtrale de l'Europe dont le poids géopolitique est en train de diminuer sensiblement.
Dans le dossier palestinien, plus d'1 million d'enfants dans la bande de Gaza souffrent de malnutrition selon les rapports de l'UNICEF. Une famine aggravée depuis la fermeture des points de passage par l'entité sioniste pour interdire l'entrée des aides alimentaires depuis le début du mois de Ramadan. Aucun camion d'aide n'est entré dans la bande de Gaza, explique la journaliste palestinienne Arwa Ashour. Elle a été contactée aujourd'hui par Karima Benour. Plus d'1 million d'enfants combattent quotidiennement pour obtenir de la nourriture pour survivre à cause de la poursuite du blocus imposé par l'entité sioniste depuis 16 jours. L'ennemi a fermé le point de passage de Karam Abou Selm, le plus important à Gaza, empêchant l'acheminement des aliments, du carburant et des autres aides humanitaires. La situation est catastrophique, surtout en ce mois de jeûne. L'UNRWA confirme que les aides sont bloquées et les habitants consomment les restes des aliments qui ont été réceptionnés avant Ramadan. Les marchés se vident et les prix s'envolent. 90% des Gazaouis ne trouvent pas d'eau potable puisque les moyens de dessalement d'eau de mer sont à l'arrêt et les mairies distribuent l'eau en petite quantité. Plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine sûre. Et on vient d'apprendre que plus de 10 000 camions d'aide alimentaire ont été interdits d'accès à la bande de Gaza ainsi que 850 camions de carburant. On revient chez nous pour vous parler de sport, football précisément, avec vous, Rastom Yahya Cherif. Bonjour, rebonjour plutôt. Rebonjour, Nsarine. On commence avec du football, précisément le stage de la sélection nationale en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et il débute aujourd'hui au Centre technique national de Sidi Moussa. D'ailleurs, le coach national animera une conférence de presse cet après-midi à la salle des conférences du stade Nelson Mandela à 15h30, au cours de laquelle il reviendra sur ses choix de joueurs et abordera ces 2 matchs cruciaux pour la qualification. Je le rappelle, ça sera d'abord ce vendredi 21 mars face au Botswana à Francistown à 14h heure algérienne et le mardi 25 mars devant le Mozambique à Tizi Ouzou à 22h, comptant pour les 5e et 6e journées du groupe G des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, je le rappelle, aux États-Unis, Canada et Mexique. Et puis il y a également le début aujourd'hui du stage de la sélection nationale des joueurs locaux qui débutera aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 24 mars à Annaba en prévision de la double confrontation face à la Gambie prévue au mois de mai et comptant pour le 2e tour qualificatif au CHAN 2024 décalé en 2025. Et je rappelle que pour ce regroupement, le sélectionneur national Majid Bougra a convoqué 28 joueurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ce journal réalisé par Redouane Siessi, Samir à la technique et Tarif Goum à la régie. Tout de suite, la météo avec Karima Benour.